dit, mais après les voisins nous ont dit que non, ils leur ont coupé les tendons d'Achille pour les finir après. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à l'illustration, à l'ensemble des univers graphiques. Nous continuons notre tour de France de la bande dessinée, ici à Strasbourg. On a choisi un lieu atypique, quasi fantasmagorique pour ceux qui aiment l'illustration, le musée Tommy Ungerer, l'un des grands maîtres du XXe et maintenant du XXIe siècle. Depuis plus de 60 ans, Tommy nous enchante, les enfants, mais aussi les grands, à sa façon, avec ses illustrations. C'est le seul musée en France consacré à un auteur vivant. Vous allez le découvrir sur les images de Nicolas Béard. Et puis on va évidemment parler des auteurs alsaciens, strasbourgeois. Aude, bienvenue ici au musée Tommy Ungerer. Tu connais un petit peu ce musée, le travail de Tommy? Je connaissais un peu le travail, je le connais de nom. Par contre, le musée, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de pouvoir le découvrir. Et je le trouve vraiment magnifique, vraiment très bien fait. Tu fais de l'illustration, j'imagine qu'il y a quelques créations qui doivent t'inspirer un petit peu. En effet, oui, c'est très intéressant de pouvoir voir ce travail-là. Alors toi, tu n'es pas de Strasbourg, si, tu es originaire de Strasbourg, mais tu t'es exilé à Colmar, c'est ça? Oui. Raconte-nous, Aude. En fait, à la base, j'étais plutôt du côté de Strasbourg, j'ai fait mes études donc à l'école d'architecture. Et par contre, effectivement, je suis allée vivre à Colmar, qui est une petite ville tout aussi sympathique que Strasbourg. Bon, Strasbourg, c'était pas intéressant pour vivre ici? Si, bien sûr. Si, mais bon. Il n'y a pas d'adversité entre Colmar et Strasbourg. Bon, d'accord. Tu le disais, tu as fait une école d'architecture. C'est un peu l'aspect froid du design. C'est des traits absolument précis, au millimètre. C'est différent un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, l'aspect très féerique de l'illustration. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est un peu ta revanche par rapport à tes études? En fait, c'est pas si compliqué dans un sens, parce que finalement, l'école d'architecture de Strasbourg, elle est très versée justement dans l'artistique. On a beaucoup exploité l'artistique plus que le côté froid dont tu parles. Donc, il y a ce côté froid de structure derrière, mais finalement, c'était assez facile de glisser de l'un à l'autre, parce que j'ai pu approcher le décor dans l'architecture, apprendre à maîtriser ce côté de l'illustration qu'est le décor, et ensuite j'ai pu m'amuser et rajouter ma part personnelle dans l'illustration. Donc non, c'était presque même une logique de passer par l'école d'architecture, par ce côté froid, pour ensuite revenir à un côté plus ludique et plus, oui, qui me convient mieux, clairement. Alors l'illustration, c'est un vieux péché de jeunesse. Tu as toujours aimé l'illustration, et il y a des auteurs qui t'ont marqué particulièrement? Alors oui, ça m'a toujours marqué, c'est simple, je termine toujours avec mes dessins partout dans les cahiers. J'étais pas au fond, mais même devant les professeurs, il fallait que je dessine, j'étais souvent remarquée pour ça. Donc oui, c'est réellement un péché, je pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je dessine. Qu'est-ce que tu dessinais lorsque tu étais gamine, à l'école? Des personnages, oui, assez fantastiques, féeriques, mon petit monde, quoi. Malgré le fait d'évoluer dans les études, j'ai quand même gardé mon petit monde au fur et à mesure. Tu croquais tes professeurs, je sais pas, en petit monstre, non? Oui, bon, on a un petit peu tous fait. Et puis en fait, bon, j'ai été marquée par des auteurs assez rapidement et assez jeunes, comme Frank Frazetta. Frank Frazetta qui nous a quittés il y a quelques jours. Ouais. J'ai appris ça avec grand déchirement. Frank Frazetta, entre autres, Didier Chris, qui aussi est toujours un de mes grands maîtres. Ouais, donc on va parler, Mademoiselle, évidemment, qui m'a beaucoup marqué dans mon travail. Et puis bon, tout ce qui est dessin animé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les auteurs de BD et d'illustrations, il y a aussi des dessins animés de Disney et Pixar, etc. en fait. Ouais. Oui, donc j'allais te dire, est-ce que l'Alsace c'est une terre fertile pour la féerie? Pas vraiment, apparemment, tu as plus été marqué
par des films, des lectures, c'est bien ça? Alors si Strasbourg, enfin l'Alsace peut marquer parce que les décors sont quand même magnifiques, presque féeriques avec ses colombages. Moi personnellement je trouve que c'est une grande source d'illustration. Il y a un auteur qui m'a inspiré. Beaucoup de Disney hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il y a un auteur qui m'a marqué, c'est Claude Goutte, qui est illustrateur, coloriste justement à Strasbourg. Et j'ai eu la joie de le rencontrer. Il m'a aussi beaucoup inspiré parce que justement dans son travail on retrouve l'Alsace, on retrouve toute cette architecture, ces colombages qui sont absolument magnifiques. Et donc ça prend forcément, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a vraiment inspiré. C'est un des derniers grands coloristes hein, d'ailleurs de la bande dessinée. Hein. Ça a remarqué parce qu'on parle jamais des coloristes. Hein. C'est un peu le métier de l'ombre dans la bande dessinée. Ça va venir en tout cas. Aujourd'hui, tu as participé à des collectifs. Maintenant, tes projets seuls en bande dessinée avec des scénaristes arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors là, je suis en train de travailler donc avec Didier Chris. C'était un de mes grands rêves, c'était justement de pouvoir travailler avec lui. J'ai cette chance-là. Et on a conçu un projet qui s'appelle Talula, qui se passe en Polynésie. Donc c'est un projet d'aventure un peu comme Atalante et Luna. Et donc c'est vraiment dans un univers très paradisiaque, très merveilleux, avec des palmiers, des cocotiers, du sable fin, la plage. Comme à Strasbourg, voilà. Et puis bon, il y a une part de fantastique et de magie, et surtout d'aventure. C'est une grande histoire d'aventure. Donc voilà, on évolue là-dedans. Tu es au dessin. Tu travailles avec l'un des maîtres de la bande dessinée qui est reconnu partout justement pour son trait. J'imagine que la pression n'est pas négligeable. Elle est très très grande et en plus moi je me la fixe vraiment très haute à la barre parce que déjà je ne tiens pas à le décevoir. J'ai une grande estime pour lui, une grande estime de son aide et puis c'est sûr comme c'est un rêve d'enfant, j'ai envie de réussir ça le mieux possible. Donc oui c'est une grande pression mais c'est un vrai plaisir en fait de pouvoir exploiter ça, finalement de partager ça avec lui. C'est une aventure aussi pour moi. Une belle aventure humaine. Aude, lorsque tu es devant la feuille de papier blanche, encore innocente de ta plume, de tes pinceaux, est-ce que tu dois te mettre dans une ambiance particulière, créer de la féerie? Je ne sais pas, est-ce que tu vas écouter une musique particulière, regarder un film avant pour... Complètement, oui. Bah, dans le cas de Talula, justement, je me mets des musiques polynésiennes, Elvis, en référence forcément au dessin animé. Ukulélé, comme on voyait dans les films des années 50. C'est ça, donc là je me baigne vraiment là-dedans avec ces musiques-là. Après, quand c'est de la féerie, je me mets des musiques comme Dragon, la BO de Dragon du dernier dessin animé, long métrage qui est sorti. Et puis du Harry Potter, du Pirates des Caraïbes. Tu as besoin de pousser l'émotion jusqu'à un point précis parce qu'on peut écouter de la musique, en venir jusqu'à vraiment un plaisir, des larmes. Est-ce que pour travailler, tu as besoin de ça? Ah ouais, j'ai besoin de me transcender en fait, de me sentir transportée dans l'aventure, m'imaginer sur place. Talula, on va dire, c'est assez simple de s'imaginer sur une plage de sable fin avec du soleil, c'est sûr. Mais oui, j'ai vraiment besoin de ça. Ça me plonge moi-même en tant qu'acteur dans l'aventure et c'est quand même plus facile après d'imaginer le décor et de le vivre. On le vit quelque part. Bon, Aude, merci beaucoup. Tu as lancé cette émission consacrée aux auteurs alsaciens, on va dire, mais surtout strasbourgeois. On va en rencontrer deux autres dans quelques instants. En attendant, vous avez l'habitude, dans un monde de bulles, on va changer complètement d'univers. De plus en plus, les comics américains, mais même les bandes dessinées européennes, sont adaptées au cinéma. Comment le 7e art s'abreuve en permanence du 9e art? Nouveau film, Kick-Ass. C'est un peu l'anti-Superman, l'anti-Batman, l'anti-Spiderman, des super-héros du quotidien qui ont comme pouvoir le fait d'avoir aucun pouvoir. Sujet signé Nicolas Béard. A tout de suite. Je me suis toujours demandé pourquoi personne l'avait fait avant moi. C'est vrai, avec tous ces comics, ces films, ces séries télé, on pourrait penser qu'un tordu se serait déjà fabriqué un costume. On a tous rêvé un jour d'être un super-héros. Avant de crever les écrans au cinéma, Kick-Ass est avant tout un comics culte aux États-Unis, édité par Icon, le label indépendant de Marvel Comics. Aux manettes, deux très grands noms, Mark Millar, que les séries Wolverine, Fantastic Four et surtout The Authority ont propulsé au panthéon des scénaristes. Et John Romita Jr., qu'on ne présente plus, certainement l'un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. J'étais un mec ordinaire.
Salut toi. Mon unique super pouvoir, c'était d'être invisible pour les filles. Dave est un geek qui se gave de comics à longueur de journée avec ses potes qui ne valent pas mieux que lui. Une passion qui le poussera à imiter ses héros, mais sans super pouvoir, c'est pas gagné. Une panoplie et 2 matraques achetées sur eBay et voilà Dave à la recherche de truands. La première expédition tournera au désastre, forcément, mais ses exploits postés sur YouTube en feront la coqueluche des médias et du public. C'est mystique. Oui, on est des super-héros, adorez-nous. Dans ses aventures, il tombera sur d'autres justiciers, Big Daddy, un ancien flic en mal de vengeance, et sur l'inquiétante Hit Girl qui s'y croit un peu. Qui es-tu? Moi, je suis Hit Girl. Ça sent le bitume et l'hémoglobine, on préfère vous prévenir, mais le tout est drôle et très second degré. Bref, un comics qui rompt avec la tradition, un peu moins lisse et surtout beaucoup plus réaliste. Oh merde, putain, ça fait mal. Eh ouais, t'as rien vu venir, hein. De retour ici au musée Tommy Ungerer où on tourne cette émission Tour de France de la bande dessinée, Strasbourg. On va une nouvelle fois complètement changer d'univers avec toi, Trapp, Les Pieds Nickelés. C'est un album de jeunesse que tu connaissais déjà? Bien sûr, oui. C'est vrai? Ah oui, c'était une... Le départ, c'est ça, c'est moi et le dessinateur, on lisait ça quand on était enfant et on adorait, parce que c'était un peu plus sale et mal pensant que les autres bandes dessinées. Alors, tu lisais quelle version? Parce qu'on le rappelle, 1908, hein, le départ des Pieds Nickelés, on a fêté le centenaire il y a 2 ans. Tu lisais, toi, c'est paru pendant combien de temps pour que tu puisses le lire, gamin? Moi, je lisais les versions de Pelos qui paraissaient encore, et puis il y en avait quelques-unes en stock à la maison ou chez les copains. Donc oui, c'était celle de Pelos, celle de Forton, je l'ai découvert très récemment. Oui, les premières, surtout Pelos, hein, pendant quelques décennies, hein, qui a repris les Pieds Nickelés, qui a transformé en plus les personnages. Il avait vraiment fait sa version des Pieds Nickelés. Il a fait sa version, et puis il avait son trait qui était très particulier, très dynamique, qui venait du dessin de presse, et qui leur a amené une énergie assez folle. Alors, faut le rappeler, les Pieds Nickelés, ils ont des pieds en nickel. Bref, ils sont un petit peu fainéants. Ils sont pas vraiment faits pour travailler, quoi. Non, pas vraiment, non. Donc, il y a 3 héros. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler? Parce qu'ils ont des noms, en plus, très 20e, mais succulents. Croquignol, Ribouledingue et Filochard. Et ça passe bien en 2009, des noms pareils? Oh, ben bien sûr. Alors, ces 3 héros, ces 3 anti-héros, on peut le dire, on va les retrouver, mais alors version 2009. Mais comment ces pieds... je sais pas, 2010, mais c'est revenu en 2009. Hein, voilà. Pourquoi c'est revenu? Comment s'est fait le déclic? Tu te dis, bon, cette fois, on aime trop ces héros, il faut qu'on les adapte en bande dessinée. Ben oui, c'est ça, avec le dessinateur Stéphane Wary, on en a parlé pendant très longtemps. Au départ, on regrettait que personne ne les reprenne. Peu à peu, on s'est dit qu'on pourrait peut-être s'y coller nous si vraiment ça motivait personne d'autre. On a dû en parler pendant 10 ans peut-être. Quand même. Ouais. Ben, il a fallu attendre qu'on soit au point, qu'on se sente un peu la carrure pour oser présenter un sujet comme ça qui peut être un peu intimidant quand même, reprendre une série qui a quand même eu ses lettres de noblesse. Hein. Ouais, puis les Pieds Nickelés, même ceux qui n'ont pas lu les Pieds Nickelés connaissent. Ça résonne dans l'oreille des Pieds Nickelés. Bien sûr, hein. ça revient dans les titres des journaux quotidiennement. Une sorte d'institution made in France, Oui. de toute façon. Trapp, justement, cette version 2009, plus de 100 ans après, les Pieds Nickelés, ils ont quoi maintenant? Des MP3, c'est ça? Il se passe des choses différentes? Ah bah, ils sont comme ils étaient avant, c'est-à-dire contemporains de l'époque à laquelle ils sont écrits. C'est-à-dire, oui, effectivement, maintenant, ils peuvent avoir des MP3, ils vont aller sur Internet, ils auront des téléphones portables. Oui, les Pieds Nickelés ont toujours été contemporains. Ils ont toujours suivi, finalement, ce qui se passait dans la société. Ouais. C'est-à-dire que là, on les retrouve en pleine crise économique. Ça leur va bien, les Pieds Nickelés, la crise économique, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions, finalement. Bah, la crise économique force beaucoup de gens à devenir des Pieds Nickelés maintenant. Et non, oui, la crise économique, ils se sentent à l'aise dedans. De toute façon, eux, le chômage leur fait pas peur. Et puis... C'est pas des adeptes du travail. Non. Le chômage, une sorte de vacances agréables pour eux, un petit peu. Est-ce que tu as pu être aussi
on va dire, entre guillemets, mais au bon sens du terme, agressif que ce qui s'est fait en 1908, anarchiste, justement. On a essayé de... Par exemple, le numéro, cette première série, c'est sur le logement. On s'est inspiré en partie de ce que fait Jeudi Noir, l'association Jeudi Noir maintenant, et en cherchant, on s'est aperçu que toutes les bases de cette manière de militer avaient déjà été posées à l'époque de la création des pieds nickelés, c'est-à-dire faire la fête pour contester, le squat, l'occupation des logements environ les propriétaires. Tout ça datait de la création des pieds nickelés, alors que c'est encore de pleine actualité. Mais je pense que de toute façon, on est dans un monde qui repart un peu en arrière. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés des grands bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un grand faux col et un chapeau. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne un genre malhonnête. Et c'est pourquoi, quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt. Alors, je sais qu'il y a des associations de fans absolus des pieds nickelés, hein, des gens parfois dangereux qui surveillent tout ce qui se passe. Les pieds nickelés, notamment. Le club des pieds nickelés. Est-ce qu'ils ont scruté justement chaque case, chaque dialogue? On sent qu'il y a une souffrance. En détail. Comment ça s'est passé alors, la sortie des pieds nickelés? Ça s'est très bien passé. Le président du club des pieds nickelés nous a dit qu'il a eu un petit moment à la première lecture où bon... C'était pas ses pieds nickelés. À la deuxième lecture, il a fait un petit effort pour commencer à regarder le dessin. Et à la troisième lecture, il s'est dit que quand même, si finalement le dessin était bien. Bon, merci à toi. On te retrouve donc avec les pieds nickelés aux éditions Delcourt. On va une nouvelle fois complètement changer d'univers. Je vais rendre un hommage à tous ces journalistes qui se battent justement pour faire en sorte que la bande dessinée obtienne ses lettres de noblesse. Un quotidien existe, c'est un quotidien qui sort à peu près tous les mois et demi, c'est Zo. Zo parle de la bande dessinée, c'est gratuit, c'est un peu partout en France. On est allé les rencontrer dans leur rédaction pour qu'ils nous expliquent comment ils créent justement ce magazine autour de la bande dessinée avec beaucoup de difficultés, mais surtout avec beaucoup de passion. A tout de suite pour la suite de nos aventures ici à Strasbourg. Tous les 2 mois, l'équipe de Zo le Mag se retrouve dans le salon d'Olivier Thierry pour préparer le prochain numéro. Au programme ce soir, le numéro 25, bientôt disponible gratuitement chez quelques 600 libraires et 200 autres points de vente culturels. Généralement, on part sur plutôt un 60 pages et puis ensuite, en fonction des publicités qui arrivent un petit peu vers la fin, on passe à 68 si on voit qu'il y a un besoin. Ça nous force vraiment à faire des choix. Et pareil pour les rédacteurs, c'est-à-dire que parfois ils voudraient écrire sur 3 pages, 4 pages, etc. Et on leur dit non, 1 page. Et donc ils sont vraiment obligés de se forcer à retenir vraiment ce qui est intéressant, à aller à l'essentiel. On a du pain sur la planche quoi, pour ce soir. Ou alors on coupe arbitrairement 1 ligne sur 2. Hein, Olivier? Ok, on démarre. C'est un bouquin absolument atypique dans la carrière de Bin. Et en plus, qui est très drôle et très sensible. Tu as mal lu, tu n'étais pas en forme. Non, je l'ai pas lu. Un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. Ah. Faut vraiment le lire. Mais j'ai dit que je l'avais feuilleté. Bon, une fois, je suis d'accord avec Jérôme. Hein. C'est un peu comme les trucs de Guy Benez. Ok. Alors, je suis plutôt d'accord avec Olivier. Moi, je l'ai lu et j'ai pas. Ah, merci. On est quoi? On est 5 6 Ouais. Qui a trouvé ça bien, qui a trouvé ça pas bien? Qui a trouvé ça plutôt bien? D'accord. Qui a trouvé ça plutôt pas bien? Plutôt 2, d'accord. Bon, Yannick a trouvé ça plutôt bien hier, donc ça fait 2. Moi, j'ai trouvé ça complètement anecdotique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire un peu plat. Et si on devait écrire un article là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça ressemble à du cirage de pompe? Et je me suis dit, pourquoi j'irais pas voir Guy Delcourt lui-même et je lui ferai une interview un peu rentre-dedans. Il faut qu'on fasse la checklist des éditeurs et qu'on voit s'il n'y a pas de surreprésentation et s'il n'y a pas des éditeurs qu'on a oubliés.
La particularité de Zo, c'est d'être à la fois grand public et assez pointu par moment, avec des articles d'analyse. Et puis, normalement, on essaye d'être quand même assez grand public. Comme il est tiré à 100 000 exemplaires, il faut que ça plaise aussi au plus grand nombre. De retour ici à Strasbourg, dans le temple absolu de l'illustration. Si vous aimez l'illustration, si vous aimez le travail de Tommy Ungerer, venez ici découvrir plus de 3 expositions chaque année consacrées à cet artiste exceptionnel. L'illustration, j'imagine que tu aimes ça, Elodie. Ça fait partie de tes univers. Tu es de Strasbourg. Oui. Et tu as fait l'école. La fameuse école des arts décoratifs de Strasbourg. Les arts décoratifs. Depuis longtemps, tu avais envie de faire cette école, c'était pour toi vraiment... J'ai passé le concours, j'avais passé plusieurs concours. Et je connaissais la réputation de l'école et j'ai été prise à Strasbourg, donc je n'ai pas hésité, quoi, j'y suis allée. Depuis toute petite, l'illustration, c'était quelque chose... J'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça. Après, je savais pas. C'est plus tardivement que je me suis décidée à faire de l'image narrative et de l'illustration. Alors, on va en parler justement avec ton ouvrage qui sort aux éditions Delcourt. C'est un ouvrage particulier. La parenthèse, c'est sur une maladie que dont les gens osent pas parler parce qu'ils ont soit peur de cette maladie, soit ils ne connaissent rien de cette maladie. C'est l'épilepsie. Cette maladie, pourquoi tu as voulu en parler? Je parle d'épilepsie, mais c'est pas le thème de l'ouvrage. En fait, ça parle de maladie, une maladie qui touche le cerveau, mais plus particulièrement la mémoire. Et l'épilepsie fait partie d'un des symptômes de cette maladie. Donc, et c'est vrai que l'ouvrage débute sur l'épilepsie, mais c'est plus large que ça, quoi. Ce livre, ça fait longtemps que tu l'avais en toi? En fait, j'ai travaillé sur ce livre en 3 étapes. Une première fois, c'est un livre qui a mis plusieurs années à mûrir quand même, parce que j'ai commencé en 2003 pour mon diplôme des arts décoratifs. Ça faisait partie d'un des projets de diplôme. Donc là, c'était les prémices du projet. Le projet, il a été mis de côté pendant plusieurs années. Après, j'ai plus du tout retouché. Et j'ai fait une demande à la maison d'Angoulême, à la maison des auteurs d'Angoulême, pour pouvoir reprendre ce projet. Et donc j'ai été reçue à Angoulême et je suis restée 5 mois en résidence. Et donc là, j'ai pu travailler 3-4 mois dessus. J'ai monté le dossier et plus tard, après, je l'ai présenté à des éditeurs. Et quand j'ai signé avec les éditions Delcourt, là, j'ai travaillé une année complète dessus. Mais alors, autant d'années au service d'un livre qu'on voit sur ces images, pourquoi tu as mis autant de temps, autant d'investissement personnel dans cette histoire? Parce que c'est une histoire qui me tient à cœur, parce que c'est un témoignage. Et cette histoire, c'est aussi la mienne. Donc le personnage principal s'appelle Judith dans l'histoire. Et on apprend à la fin du récit, en fait, que Judith, c'est aussi moi. C'est mon deuxième prénom. Et le choix de choisir Judith comme ça, c'était une façon pour moi d'expliquer au lecteur la difficulté d'accepter cette maladie. Et puis mettre une distance aussi avec la personne que j'ai pu être le temps d'une parenthèse et la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ça correspond bien avec le titre, quoi. C'est vraiment le temps d'une parenthèse. De se mettre à nu justement dans un ouvrage, de tout mettre dedans comme ça? Oui, non, c'est pas compliqué, c'est justement le fait que ça soit Judith, j'en parle, c'est Judith, maintenant c'est Judith et j'en parle comme ça. C'est plus aisé de dire Judith je
que dire Élodie Jeu. Donc c'est devenu autre chose pour moi maintenant. Même si c'est autobiographique, c'est pas pour moi le plus important. C'est avant tout que c'est un témoignage. C'est plus ouvert que Le besoin de témoigner, c'est, j'imagine, à la fois pour soi et puis aussi pour les autres. Comme on le disait, ceux qui n'osent pas en parler, ceux qui ont peur d'en parler, et peut-être aussi ceux qui ne connaissent rien, justement. À la maladie en général, oui. Ouais, je pense j'espère que ça pourra aider d'autres personnes, que ça donnera espoir aussi, parce que c'est un livre qui est pas triste, qui est pas sur le ton de voilà. Oui, et puis il y a même c'est même raconté parfois souvent sous le ton de l'humour. Donc Noir et blanc, c'était un choix dès le départ, c'est un choix qui s'imposait par rapport justement à cette histoire, ou c'est ton style graphique tout simplement? C'était noir et blanc, j'y ai pas réfléchi plus que ça devait être noir et blanc. Alors peut-être que ça s'approche de l'écriture, je sais pas. Est-ce que tu t'es dessiné justement dans cet ouvrage? Oui, mais je pense que ça me ressemble pas. Est-ce qu'il y a eu des moments justement difficiles de se mettre en scène par rapport à ces histoires qui t'ont fait souffrir justement à une époque? Est-ce que revivre ça, ressasser ce qui s'est passé, c'était compliqué? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé quelques mois en 2003 et après j'ai laissé de côté finalement sans y toucher pendant plusieurs années. J'ai attendu d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir me confronter à ça et pas être chamboulée en essayant de me remémorer des souvenirs difficiles. Ouais. Bon, en tout cas, merci de ton témoignage. On te retrouve donc à travers le personnage de Judith dans la parenthèse aux éditions Delcourt. Élodie, merci à toi. Et nous, on se retrouve tout de suite ici au musée Ungerer pour la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles, Tour de France, de la bande dessinée, ici même à Strasbourg, dans ce magnifique musée Tommy Ungerer. Je tenais à remercier toutes les équipes du musée qui nous ont permis de tourner cette émission consacrée aux auteurs strasbourgeois. Toutes les informations de l'émission, vous connaissez le site unmondedebulles.com pour découvrir les coulisses, les tournages et puis les coups de cœur, bande dessinée. Les coups de cœur, c'est aussi tous les jeudis matins dans le quotidien gratuit Métro et enfin sur publicsena.fr, les podcasts, les VOD gratuites et illimitées. Ciao et à la semaine prochaine. Publicsena.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Publicsena en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Parole du monde, c'est l'émission d'actualité internationale de Publicsena, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe et l'Afrique. Je vous propose un tour d'horizon des grands changements de